Je m'appelle Jeffrey Hawk, j'ai 50 ans et je fais partie de ces gars qui ont passé toute leur vie à essayer de faire le bon choix. Non pas parce que j'ai peur des conséquences, mais simplement parce que je crois sincèrement que la famille doit toujours passer en premier. Marie et moi sommes ensemble depuis le lycée. Nous sommes allés dans la même école dans notre petite ville natale, Glenville, Iowa. 5000 habitants, une station-service, 2 églises et un étang avec un signe en plastique flottant au milieu. Marie était la fille qui était toujours assise au premier rang, avait une écriture parfaite et m'écoutait comme si le monde s'arrêtait quand je parlais, et moi j'étais le gars qui rêvait d'une vie simple tant qu'elle était à mes côtés. Nous nous sommes mariés juste après l'obtention de notre diplôme, juste une petite cérémonie dans la vieille église de la ville, avec une poignée de parents et d'amis proches. Pas de grande fête, pas d'extravagance, juste des vœux, des sourires discrets et le son de l'orgue alors que nous sortions main dans la main, personne ne sachant que Marie portait déjà notre premier enfant. La vie n'était pas facile, mais j'étais heureuse. Je me suis promis de lui donner un jour tout ce qu'elle a toujours voulu. Marie n'est jamais allée à l'université, n'a jamais travaillé un seul jour, a dit que tout ce qu'elle voulait c'était être maman à plein temps, et je respectais cela. J'ai décroché mon premier emploi dans la ville voisine, dans un endroit un peu plus grand, un peu plus bruyant, où les gens fermaient leurs portes la nuit, commençaient par le bas, faisaient passer les câbles, nettoyaient le matériel, faisaient tout ce qu'il fallait juste pour gagner quelques dollars. Mais même alors, j'avais un objectif en tête, je voulais être un jour derrière la caméra. Alors j'ai travaillé dur, comme un idiot parfois, mais j'ai continué à pousser et finalement j'ai réussi. Je suis devenu caméraman sportif. Des milliers de matchs, des nuits blanches, conduire d'un état à un autre pendant que les enfants étaient malades à la maison, et j'étais dans les gradins avec un appareil photo sur l'épaule pour essayer d'obtenir la photo parfaite d'un slam dunk. Mais j'ai adoré. Je l'ai vraiment fait. La précipitation, le bruit, la pression de réussir chaque tir. Cela m'a fait me sentir vivant. Et finalement quelqu'un l'a remarqué. Lorsqu'un grand réseau m'a proposé un emploi, je n'ai pas hésité. Nous avons déménagé à Minneapolis, un nouveau départ, un nouvel air. J'ai acheté le genre de maison dont Marie rêvait depuis qu'elle était enfant, une clôture blanche, un grand porche, une roseraie à l'arrière où elle pouvait siroter son café du matin. Nos garçons, Chuck et Ethan, ont grandi forts et vifs, l'un étudiant la médecine à l'université de Chicago, les autres à la faculté de droit. Marie et moi avons toujours dit qu'ils étaient notre colonne vertébrale, notre base solide, et Sandra notre bénédiction en fin de vie. C'est la jumelle de sa mère, mêmes yeux, même sourire, même façon de parler. Elle vit toujours avec nous pendant qu'elle est à l'université. Veut devenir vétérinaire un jour. Marie faisait fonctionner la maison. Elle préparait des tartes, tricotait des couvertures, connaissait tous les voisins par leur nom dans la nouvelle ville. Elle se faisait des amis, prenait des cafés rapides le dimanche au café du coin, discutait de recettes et de la météo. Elle était le cœur de notre maison et je pensais vraiment que c'était suffisant. Que c'était à cela que ressemblait le bonheur. Je ne peux pas vous dire exactement quand ça a commencé. C'est comme si vous aligniez le tir, que vos pieds étaient posés, que vous suiviez, que vous vous sentiez bien et que d'une manière ou d'une autre, le ballon sortait et que vous restiez là à regarder le cerceau en pensant qu'est-ce qui s'est passé. Peut-être que cela se construisait depuis un moment, pendant que je travaillais à fond, pendant qu'elle restait silencieuse, pendant que nous prétendions tous les deux que nous avions la famille parfaite. Parce que c'est ce qu'on fait, parce que dans une maison avec une palissade blanche on ne parle pas des fissures, mais les fissures étaient déjà là. Cette nuit était censée être calme. Pas de projet, pas de télé, juste moi. Un livre que j'avais commencé il y a longtemps, puis mis de côté et que je n'avais jamais terminé, j'avais enfin l'impression d'avoir le temps de le reprendre. Marie enfilait son manteau près de la porte et regardait son reflet dans le miroir du couloir. « N'attends pas, dit-elle en attrapant son sac à main. J'ai levé les yeux du canapé, même groupe. Elle eut un sourire serré. Ouais, café vendredi. J'ai haussé un sourcil. As-tu déjà bu du café? Assez chose? Elle laissa échapper un rire doux, un de ces rires polis qui n'atteignent pas les yeux, bien sûr, parfois. Très bien, dis-je. En revenant à mon livre, dis-le à Linda. J'ai dit bonjour, ou autre. On fait encore semblant de m'aimer. Elle fit une pause, la main sur la poignée de la porte. Ils t'aiment tous, Jeff. Vous ne faites tout simplement pas tout votre possible pour être sympathique. J'ai souri, coupable. Elle n'a rien dit d'autre, a simplement ouvert la porte, m'a jeté un rapide coup d'œil par-dessus son épaule et est sortie dans la nuit.
La porte se ferma derrière elle et le silence enveloppa la maison comme un lourd manteau. Sandra était au cours de danse, elle a dit qu'elle rentrerait tard. La maison semblait plus calme que d'habitude, pas paisible, juste vide. Et puis le téléphone a sonné, totalement à l'improviste. Je l'ai attrapé sur la table basse. Eh, Jeff, c'est Marty. Écoute, nous avons un problème. Je me suis assis. Quel genre de problème? La caméra 2 est sortie. Kyle s'est fait porter malade à la dernière minute. La fièvre vomissait, les œuvres se bousculaient. Peux-tu couvrir le match de ce soir? J'ai jeté un coup d'œil à l'horloge, à 18h42, c'est vendredi soir. J'ai dit que je n'avais pas l'intention de travailler. Je sais, mec, crois-moi, mais nous sommes petits et tu es le seul à connaître cette plateforme de fond en comble. Juste une fois, j'ai ouvert la bouche pour dire désolé, je ne peux pas ce soir. Les mots étaient là. Mais j'ai regardé autour de moi, maison tranquille, livre à moitié rouge, tasse de café vide. Et c'était tout. Je savais déjà que j'y allais. D'accord. J'ai dit, envoie-moi l'adresse par SMS, je serai là dans 20 heures. Tu es une bouée de sauvetage, Jeff. Merci mec. J'ai raccroché, me suis levé lentement, j'ai décroché ma veste du crochet. Le livre est resté sur la table basse, là où je l'avais laissé. Je suis comme ça, quand quelque chose doit être fait, je me présente. J'étais donc de retour derrière la caméra. Match de basketball, lumière vive, foule bourdonnante, le son de la balle frappant le bois dur avec ce bruit sourd profond et familier. Tout semblait normal. J'étais obligé d'attraper des pièces, de changer d'angle, de garder la mise au point nette. Mes mains savaient quoi faire. Je n'ai pas eu besoin de réfléchir, j'ai juste fait ce que je fais toujours jusqu'à la mi-temps. Fais-moi un bisou Cam. J'ai entendu le réalisateur dans mon casque trouver un couple, quelque chose de doux, un baiser, tout ça. Vous connaissez le principe. J'ai orienté l'objectif vers les gradins, visage lisse, sourire, popcorn. Quelques personnes ont fait signe à la caméra, puis je l'ai vue, Marie, ma femme. La même Marie qui était censée être à sa soirée café habituelle avec les filles. Troisième rangée en partant de la gauche, cheveux en chignon lâche, maquillage léger, portant la robe que je lui ai offerte à Noël dernier. Elle riait. Sa main reposait sur la jambe de l'homme assis à côté d'elle. Ils étaient proches, trop proches. Sa main était sur sa cuisse. Il se pencha et murmura quelque chose. Elle se pencha vers lui, les yeux pétillants comme si elle avait à nouveau 17 ans. Je n'avais même pas réalisé que je les regardais depuis quelques secondes. La caméra a été réparée. Un clic et nous aurions pu les mettre sur le jumbotron pour que toute l'arène puisse voir Marie avec un autre homme sur la kiss cam en public. Une simple pression sur un bouton et j'aurais pu l'exposer à des milliers de personnes, peut-être même à notre fille si elle était dans la foule ou nos fils, nos amis, moi. Mes mains ont commencé à trembler. J'ai éloigné la caméra et j'ai verrouillé 2 autres rangées de jeunes baisers. Bien compris. Le réalisateur a dit, attends ça. Je n'ai pas dit un mot. Mon cœur battait à tout rompre dans ma gorge, ma vision s'est estompée sur les bords, ma bouche avait un goût de métal, amer et piquant. Elle ne savait pas que j'étais ici, n'est-ce pas? Ou peut-être qu'elle s'en fichait. Je suis resté là où j'étais, l'appareil photo toujours dans les mains. La scène à laquelle je venais d'assister avait disparu du moniteur, mais elle n'avait pas disparu de moi. Il était enfoncé profondément comme un couteau entre les côtes, précis, froid, sans avertissement. J'ai fini le jeu en pilote automatique. Mes mains continuaient de bouger, suivant le ballon avec la caméra, mais tout ce que je pouvais voir était une image gravée dans mon cerveau, Marie, ma femme, dans les bras de quelqu'un d'autre, sa main sur sa poitrine, ses doigts effleurant sa joue. J'ai tout vu clairement comme le jour à travers l'objectif et pendant ces quelques secondes, quelque chose en moi s'est brisé. Je ne me souviens pas du chemin du retour, je ne sais pas si les lampadaires étaient allumés, s'il pleuvait, si la radio jouait. Je sais juste. Je suis arrivé, j'ai déverrouillé la porte, j'ai allumé les lumières et j'ai marché directement vers la chambre. Sa valise était au fond du placard. Je l'ai sortie et je l'ai posée sur le lit, j'ai commencé à ouvrir les tiroirs, à plier ses affaires, rapide, silencieux mais soigné, des pulls repassés, ses robes préférées, quelques livres de cuisine, cette petite boîte de fils à coudre. Je n'étais pas pressé, je savais exactement ce que je faisais. Au moment où elle a franchi la porte,
j'étais à moitié en train de préparer la deuxième valise. J'ai entendu la serrure claquer ses talons sur le sol du couloir, puis le silence, Jeffrey. Sa voix semblait surprise, pas effrayée. Elle ne l'avait pas encore compris. Elle est entrée dans la chambre, a vu les vêtements, les valises, moi et s'est figée. Que fais-tu? Je l'ai regardée. Je sais, Marie, je t'ai vu. Elle se raidit juste une seconde. Puis son visage se transforma, non pas en culpabilité, non pas en peur, mais en quelque chose de plus froid, de défi, de fatigué et d'acuité à la fois. Et c'est là que j'ai su qu'elle n'allait pas le nier, qu'elle allait se battre. Tu sais tout, dit-elle avec ce petit rire amer. Qu'est-ce que tu crois savoir? Jeffrey, que j'étouffe dans cette vie, que je me suis enterré à 19 ans. Je n'ai jamais pu vivre. Je t'ai tout donné, aux enfants, à cette foutue maison avec les roses et la palissade. Tu voulais une famille, Marie. Je me tenais droit, je n'élevais pas la voix. C'est toi qui as dit que tu voulais des enfants tout de suite. Tu as insisté pour notre première nuit ensemble avant même que nous soyons mariés. Tu penses que personne n'a compris que tu étais enceinte quand tu as fini l'école et nous avons précipité le mariage. Ou alors maintenant je t'ai séduit, pauvre toi. Je t'aimais, Marie, et je t'aimais. Elle a crié comme si c'était une accusation. Mais je ne me suis pas inscrite pour devenir femme au foyer, enfermée avec 3 enfants dans une pile de linge. C'est toi qui as dit que tu en voulais au moins 3. Toute ma vie m'a échappé. Je veux vivre. Je veux ressentir quelque chose. Je veux l'aventure. Pourquoi pas avec moi? J'ai riposté sur tout ce que tu aurais pu faire. Tu es parti et tu as trouvé un amant. Elle se tut, les lèvres serrées, les yeux mouillés. Des larmes ou de la rage, je ne pouvais pas le dire. J'ai travaillé toute ma vie pour construire la vie dont tu rêvais. J'ai dit pour que tu te sentes en sécurité, pour donner un foyer aux enfants. Et toi, tu as décidé que je n'étais qu'un élément du meuble. Cette vraie vie était ailleurs. Je me suis perdu. Sa voix s'est brisée parce que je ne sais même plus qui je suis à part ta femme et la mère de tes enfants. Alors tu embrasses un autre homme, silence. Je me suis retourné vers les valises, j'ai fermé lentement les fermetures éclairs. Vous pouvez laisser les clés sur la table. Je ne vais pas faire de scène devant Sandra. Mais je ne serai pas l'idiot que tu tromperas. Tu ne peux pas me mettre dehors. Vous n'avez aucun droit après ce que vous avez fait. Nous étions toujours face à face lorsque nous avons entendu les clés de la porte d'entrée tinter des pas légers et rapides. Notre fille, Sandra, est entrée dans le couloir, a laissé tomber son sac par terre et s'est figée en nous voyant. Ses yeux passèrent des valises à mes mains, puis à Marie, qui se tenait là avec un visage rouge et des yeux scintillants. Sa voix traversa le silence, vous les gars, d'accord. Aucun de nous n'a répondu. Je n'ai même pas levé les yeux. Elle fit un pas en avant, hésitante. Attends, qu'est-ce qui se passe? Toujours rien. Ses yeux se plissèrent. Nous parlerons plus tard. Dis-je en croisant enfin son regard, mais seulement pendant une seconde. Non, Marie, coupa sèchement. Parlons-en maintenant, puisqu'il est déjà disponible. L'air était épais. On pouvait le sentir comme si on pouvait le trancher avec un couteau. Le souffle de Sandra se coupa. Elle jeta à nouveau un coup d'œil entre nous. Quelque chose a cliqué sur son visage. Elle croisa les bras. Est-ce que c'est à cause d'un truc de maman, de sa liaison? Mon cœur a fait un bond, papa, je sais, dit-elle doucement mais avec une fermeté calme à propos de maman, j'ai senti le sol bouger sous mes pieds. Toi non, ouais. Dit-elle en me regardant dans les yeux, et je ne lui en veux pas. J'ai ouvert la bouche mais je n'ai pas trouvé un seul mot. Papa, tu es un homme bien, mais tu es comme la plupart des hommes. Vous voulez que votre femme soit plutôt douce, obéissante et toujours à la maison. Maman a tout abandonné pour ça. Elle a tout fait correctement et vous l'avez pris pour acquis. Je suis resté là, abasourdi. Ce n'est pas vrai. J'ai finalement réussi. Je n'ai jamais empêché ta mère de travailler d'enfer. Je l'ai conduite à ses cours, payé pour tous les programmes qu'elle voulait. Je lui ai dit, va essayer quelque chose, et à chaque fois elle trouvait une raison de rester à la maison parce que tu m'as fait pression, a rétorqué Marie. Tu as toujours pensé que tu savais ce qui était le mieux pour moi, j'ai pris une inspiration. Je ne t'ai pas mis de pression, je t'ai soutenu.
Souviens-toi quand nous avons convenu que tu retournerais au travail une fois que Chuck aurait commencé la maternelle et ensuite tu as dit que tu voulais un autre bébé, puis un autre, et tu es resté à la maison. C'était ton choix, Marie. Sandra haussa les épaules plus doucement maintenant. Mais est-ce que tu lui as déjà demandé si elle allait bien, si elle était heureuse? Je me suis tourné vers Marie, qui a évité mon regard comme si la question ne lui était pas destinée. L'avez-vous fait? Ai-je demandé, plus doucement cette fois, mais je connaissais déjà la réponse, personne ne l'a fait. J'y suis resté 30 ans, Marie. Tu avais toutes les chances de me dire ce qui te tracassait, mais tu ne l'as pas fait. Tu es resté silencieux et maintenant tu veux me reprocher de ne pas lire dans tes pensées. Il pensait simplement que j'allais bien, que je continuerais à payer mes factures et à réparer ce qui ne fonctionnait pas. J'étais le toit, la fondation, pas quelqu'un que tu surveillais, juste quelque chose. Vous vous attendez à tout retenir. Marie a redoublé d'efforts, prétendant toujours qu'elle était la blessée. Alors qu'est-ce que tu dis? C'est ma faute. Tu m'as transformé en femme au foyer, coincée entre 4 murs pendant que tu poursuivais tes rêves. Ta sœur Marie. Dis-je d'une voix plus calme. Elle a 4 enfants et elle dirige une entreprise. Elle ne reste pas à la maison à blâmer les autres pour sa propre vie. Marie a juste poussé un soupir et a détourné le regard. Je n'étais plus en colère, pas vraiment. Je n'avais tout simplement pas l'énergie d'argumenter ou d'expliquer quoi que ce soit. Il ne s'agissait pas de vérité. C'était une question d'excuse, et elle avait trouvé la sienne. Je ne voulais pas dire ce qui allait suivre, mais je savais que je devais le faire. Sandra méritait la vérité. Tu savais que ta mère voyait ton ex? Le silence qui suivit ressemblait à une tonne de briques. Sandra cligna des yeux. Au début, elle n'y croyait pas. Je l'ai vu à la façon dont ses pupilles se sont rétrécies. Quoi, Alex? J'ai dit, ouais, je les ai vus ensemble. Elle l'a embrassé comme elle ne m'avait pas embrassé depuis des années. Sandra se tourna et regarda sa mère. Est-ce vrai? A demandé Sandra. Marie a essayé d'afficher une expression blessée, mais elle avait l'air fausse et trop rapide. Elle s'est glissée en défense. Sandra, vous avez rompu tous les deux. Tu as même arrêté de parler. Tu m'as dit toi-même que tu ne l'avais jamais vraiment aimé, mais c'était mon petit ami. Maman, toi, qu'est-ce qui ne va pas chez toi? Sa voix se brisa. Elle recula d'un pas, comme si elle ne reconnaissait pas la personne qui se tenait devant elle. Ne réagissez pas de manière excessive, c'est juste arrivé. Nous nous sommes approchés par accident. Nous étions tous les deux seuls. Nous avions des choses à dire. Marie a dit calmement comme si elle expliquait quelque chose d'évident, comme si elle croyait sincèrement que ce qu'elle disait avait du sens. Sandra avait l'air secouée. Sa blessure se transformait en autre chose, de la confusion peut-être. Et je voyais Marie la travailler comme une thérapeute chevronnée, à la recherche du point faible. Chérie, dit-elle plus doucement, maintenant plus doucement. Je sais que c'est un choc, mais nous ne pouvons pas choisir quand les sentiments surviennent. Et toi et Alex, vous n'étiez pas compatibles. Ce n'était pas ton genre. Sandra n'a pas répondu. Elle s'est tournée vers moi et je l'ai vu dans ses yeux, cette certitude avec laquelle elle était entrée avait disparu. Elle dérivait entre nous comme un bateau dans la tempête. Je n'en pouvais plus. C'était le point de rupture. Très bien, dis-je, vous êtes toutes les deux des femmes adultes, faites ce que vous voulez, mais je ne vais pas vivre sous le même toit qu'un tricheur et une fille qui refuse de voir la vérité telle qu'elle est. Je suis entré dans la chambre, j'ai attrapé un petit sac à dos dans le placard, j'ai mis quelques t-shirts, un jean, mon passeport, un chargeur de téléphone. Je n'avais plus l'impression d'y appartenir. Avant de partir, je me suis arrêté dans le couloir. Je demande le divorce demain, dis-je catégoriquement. Ne m'appelle pas sauf si c'est à propos des enfants. Marie se tenait là, les bras croisés, silencieuse, fière, froide, comme si elle avait gagné quelque chose. Sandra n'a rien dit et je suis sorti, je suis entré dans la nuit pour la première fois en 30 ans, sans aucun plan en tête, sans maison derrière moi. Je me suis retrouvé dans un motel bon marché à l'écart de l'autoroute, le genre d'endroit où les camionneurs s'arrêtent habituellement au vieux Red Pin, avec un panneau rouge clignotant et du café qui avait le goût de poussière dans le parking, 2 semi-remorques, une berline déglinguée et un pick-up avec un autocollant de pare-choc Freedom is not free. À la réception, un enfant en sweat à capuche n'a même pas levé les yeux, il a juste glissé une clé et m'a fait signe de le suivre. La chambre était petite, beaucoup trop petite, un lit recouvert d'une couverture couleur terre, un petit bureau avec une lampe cassée,
une tache sombre sur la moquette, peut-être de la rouille, peut-être qu'il ne vaut pas mieux ne pas y penser. La télévision n'avait pas de télécommande et les murs étaient très fins. J'entendais quelqu'un tousser dans la pièce voisine. Je me suis assis sur le lit, je n'ai pas enlevé mes chaussures, je suis resté assis là. L'air était lourd, les murs avaient l'impression de se refermer et en moi tout bouillait comme si une soupape de pression s'était cassée et que le compresseur ne voulait pas s'arrêter. Je n'ai pas pleuré. Je ne bois pas. Je suis resté assis là et j'ai réfléchi à la rapidité avec laquelle tout peut s'effondrer, des décennies de construction ont disparu en un clin d'œil, non pas parce que j'ai fait une erreur, mais parce que quelqu'un s'est ennuyé, s'est agité ou a raté le sentiment d'être à nouveau jeune. La colère m'a saisi, mais plus que cela, j'ai été blessé, pas seulement à cause de la tricherie, mais aussi à cause de la manière suffisante dont elle a tout tordu. Du coup, c'était moi le problème parce que je travaillais, parce que je ne lui tenais pas la main au bon moment, parce que je n'avais pas remarqué quand elle commençait à s'éloigner. Mais n'est-ce pas elle qui a dit que c'était la vie qu'elle voulait? N'était-ce pas elle qui me répétait sans cesse qu'elle voulait rester à la maison? Je ne pouvais pas dormir, je me retournais, j'ouvrais la fenêtre, je la fermais, je faisais défiler les actualités sur mon téléphone, puis je supprimais quelques vieilles photos de famille, puis je les remontais. J'ai regardé notre photo de mariage, celle de la petite église, elle dans une simple robe blanche, souriante comme si de rien n'était. À l'époque, je croyais vraiment que nous allions surmonter n'importe quoi tant que nous étions ensemble. J'ai eu tort. J'ai pensé à elle tenant Chuck pour la première fois, à lui tricoter cette petite couverture, à nous peignant la clôture blanche ensemble, à moi qui posais les planches du porche de mes propres mains, parce qu'elle disait qu'elle rêvait de boire du café là-bas. Et maintenant tout cela ne signifiait plus rien. Et puis quelque chose d'autre s'est glissé, plus sombre, plus aigu, pas de peur, pas de chagrin, quelque chose de plus froid, le besoin de vengeance, pas de cri, pas de drame, mais quelque chose qu'elle ressentirait dans ses os, quelque chose qui donnerait à chaque gorgée de sa nouvelle vie un goût de regret. Je n'ai pas dormi, pas une seconde. Je me suis lavé dans un évier de motel avec un anneau jaune autour du drain et je suis rentré chez moi vers 18h30. Je n'avais pas prévu de parler, je voulais juste récupérer mes affaires et la laisser derrière moi. Je me suis garé devant la maison, comme je le faisais toujours, mais même le soleil du matin était différent cette fois-ci, lorsque j'ai essayé de mettre la clé dans la porte, elle ne rentrait pas, j'ai réessayé, plus lentement. Puis la pièce de rechange, rien. Elle a changé les serrures. J'ai frappé une fois. Là encore, Marie ouvrit la porte. Elle se tenait là, en peignoir, café à la main, comme si j'étais un livreur qui avait apporté le mauvais colis. « Qu'est-ce que tu fais ici ?» demanda-t-elle d'une voix calme, mais ses yeux brillaient d'une froide satisfaction. « Je suis venu chercher mes affaires. »« Il n'y a rien ici pour toi, » dit-elle en jetant un coup d'œil par-dessus mon épaule vers la rue. « Vous avez dit que vous demandiez le divorce. Allez déposer. »« Marie, ne sois pas ridicule, laisse-moi entrer, dis-je. »« Non. » Je suis entré sur le porche. « Marie, bouge, je ne suis pas là pour me battre, j'ai juste besoin de récupérer mes affaires. » Elle se tenait dans l'embrasure de la porte, une main sur le cadre, l'autre tenant une tasse de café. « Non, » dit-elle calmement, presque suffisante. J'ai pris une inspiration, j'ai gardé ma voix égale. Ne rendez pas les choses plus difficiles que nécessaire. Elle n'a pas bougé, elle m'a juste regardé fixement, bloquant l'entrée. Je ne pars pas, dis-je. S'écarter. J'ai essayé de la dépasser prudemment, lentement, mais à la seconde où mon épaule a effleuré la sienne, elle a reculé comme si je l'avais poussée. La tasse de café s'envola de sa main et s'écrasa au sol. Un liquide sombre éclaboussa le devant de sa robe blanche. Elle haleta, « Oh, mon Dieu, j'ai frais. » Elle a crié fort et perçant. « Tu m'as poussé » j'ai cligné des yeux. « Qu'est-ce que tu fais ?» Elle tourna les talons et sortit en trombe sur la pelouse, sa robe mouillée s'accrochant à elle comme un drap trempé. Sa voix monta à 11, tremblante, juste assez pour paraître convaincante. « Regardez ça, tout le monde » a-t-elle crié assez fort pour tout le pâté de maison. « C'est lui, Jeffrey Hawk. »« Monsieur, j'ai toujours raison de venir m'intimider à nouveau. » Je me figeai. Le quartier se réveillait déjà. Quelqu'un de l'autre côté de la rue a tiré ses stores. Une femme est arrivée sur son porche, téléphone à la main. Une autre fenêtre s'ouvrait à l'étage. « Tu as perdu la tête » murmurai-je. Mais elle ne faisait que commencer. Elle faisait un spectacle complet. Il m'a humilié pendant des années,
m'a contrôlé, m'a dit quoi porter, comment respirer, où je pouvais aller, et maintenant il veut me jeter dehors. C'est ma maison, continua Marie. J'ai construit cette maison, j'ai cuisiné, j'ai nettoyé, j'ai élevé ses enfants, pendant qu'il poursuivait ses rêves. Arrêtez, dis-je doucement, mais mon sang battait à mes oreilles. Nous pouvons en parler. Pas de scène, pas de voisins, pas de cirque. Cirque. Elle a crié encore plus fort. Tu penses que c'est un cirque parce que tu as l'habitude de tout contrôler en silence? Eh bien, j'ai fini de me taire. J'ai été silencieux toute ma foutue vie. Tu m'entends, Marie? Quittez ma propriété avant d'appeler la police. Puis appelle-les. J'ai dit, sortez les bras, appelez le président si vous voulez. Vous m'avez exclu de la maison pour laquelle j'ai payé et maintenant vous salissez mon nom devant tout le quartier. Tu veux la guerre? Très bien, tu l'auras. Je me suis retourné et je suis retourné à ma voiture. Derrière moi, ses cris sont devenus plus laids, des années de rage accumulées ressortant dans un monologue vicieux. Ne vous embêtez pas à revenir, a-t-elle crié. Je n'écoutais plus. Une voiture de patrouille tourna lentement au coin. Quelqu'un avait en fait appelé les voisins qui se tenaient dans leur cour, des enfants regardant par les fenêtres. 2 jeunes policiers se sont approchés de moi alors que je me tenais près de ma voiture. Vous, monsieur le Faucon, a demandé l'un d'eux. Oui, nous avons reçu un appel concernant une dispute domestique. Des témoins disent que vous avez tenté de forcer l'entrée. La résidente prétend que vous l'avez menacée. J'ai ri amèrement. Je suis propriétaire de cette maison, je l'ai payée ces 20 dernières années. Tout ce que je voulais, c'était récupérer mes affaires. Ma femme me décrit comme le méchant. Avez-vous des documents prouvant la propriété? Il a demandé. Ils sont dans la maison derrière la porte. Je n'ai pas le droit de passer. Ils échangèrent un regard. L'un d'eux recula et se dirigea vers Marie, qui se tenait maintenant sous le genévrier et expliquait passionnément quelque chose à un voisin. Je l'ai vu faire des gestes extravagants, me montrer du doigt, secouer la tête, jouer avec sa voix comme une actrice lors d'une audition, et je savais qu'elle s'apprêtait à aller encore plus loin. Lorsque l'officier est revenu, son visage avait changé. C'était plus difficile maintenant, plus fermé. Elle prétend que vous avez élevé la voix, que vous l'avez menacée, que vous avez agi de manière agressive et qu'elle a peur pour sa vie. C'est un mensonge. J'ai serré les poings. Je ne l'ai jamais touché, pas une seule fois. Je voulais juste. Monsieur Hawke, nous comprenons que c'est une situation compliquée. A dit l'officier en évitant mon regard, mais... Elle a porté une accusation verbale et, selon le protocole, nous devons déposer un rapport. Après cela, c'est au tribunal. Alors elle peut juste dire quelque chose, inventez-le et vous m'emmenez déjà. Ma voix tremblait, pas de peur, mais de pure impuissance. Nous ne vous arrêtons pas, a déclaré le deuxième officier. Mais nous devons vous faire comparaître pour une déclaration. Elle demande une ordonnance de protection temporaire. Si le juge l'accorde, vous devrez rester à l'écart. Elle ment. J'avais envie de crier, je voulais tout dire, tout laisser couler, mais je ne l'ai pas fait, parce que je savais que c'était exactement ce qu'ils attendaient, une explosion, quelque chose dont ils pourraient profiter. L'émotion était le piège et je n'allais pas le leur tendre. Ils ne m'ont pas menotté, ne m'ont pas bousculé et n'ont pas aboyé d'ordre. Ils ont simplement tout fait selon les règles, froid, propre, distant, à l'intérieur du croiseur. Personne n'a dit un mot, même la radio n'a pas rompu le silence de la station. Ils ne m'ont pas mis dans une cellule, ils m'ont simplement assis dans un bureau étouffant qui sentait le café brûlé et les vieux papiers. Pendant que j'étais assis là pendant des heures, Marie a déposé une plainte officielle et, sans même que je sois dans la pièce, un juge a signé une ordonnance de protection temporaire. J'étais désormais légalement tenu de rester à au moins 300 pieds d'elle jusqu'à la date d'audience. Plus tard, Ken est arrivé, mon plus vieil ami, mon avocat. Il n'a pas posé de questions, il est juste entré, m'a fait un signe de tête et m'a dit, allons-y. Nous sommes sortis dans l'air frais du soir. Aucun de nous n'a dit grand-chose jusqu'à ce que nous atteignions la voiture. Puis il a dit, nous allons gérer ça, mais vous devez comprendre qu'il ne s'agit plus de vérité. C'est une question de perception, de ce qu'elle dit, des émotions, de l'histoire qu'elle est déjà en train de raconter. Et à ce moment-là, j'ai réalisé que je n'allais pas être jugé pour ce que j'avais fait. J'allais être jugé pour l'histoire qu'elle avait racontée en premier. Le soir même, les messages ont commencé à affluer, capture d'écran,
liens, vidéos et réseaux sociaux. Drame à la résidence Hawk. Un caméraman bien connu crie après sa femme. Scandale de banlieue filmé. Les voisins avaient tout filmé, depuis ses cris jusqu'à mon visage creusé par la douleur, mais cela n'était pas visible sur la caméra. Ce que la caméra montrait, c'était un homme qui faisait pression, un homme qui criait. Elle a joué le rôle des blessés et moi juste un autre méchant. Le matin, j'ai reçu un appel du réseau. Le chef des ressources humaines avait l'air froid et répété, sans même une pause pour bavarder. Nous apprécions vos années de service, Monsieur Hawk, mais nous ne pouvons pas ignorer quelque chose comme ça. L'entreprise doit maintenir des normes éthiques. Pour l'instant, nous vous mettons en congé sans solde en attendant un examen interne. Après on verra. J'ai essayé de parler. Écoutez. Rien de tout cela n'était à quoi cela ressemblait. Elle l'a mis en scène. Les voisins ont attrapé des morceaux, bien sûr, mais ils n'ont pas vu ce qui s'est réellement passé. Je suis désolé, a-t-elle coupé la voix, mais les images qui circulent en ligne dressent un tableau troublant. C'est ce que le public voit, et la perception compte. Dis-je, la chaleur monte dans ma gorge. Vous me connaissez. J'ai travaillé en double, pendant les vacances, chaque fois que quelqu'un avait besoin d'un coup de main. Je n'ai jamais élevé la voix contre un membre d'équipage. J'ai tout donné pour ce travail, silence donc. Je comprends, Jeff, je le comprends, mais c'est plus gros que ton dossier. C'est l'image de l'entreprise maintenant, et c'est tout. J'ai raccroché et me suis rassis sur le lit taché du motel, même couverture marron, même eau de javel, air lourd, et je l'ai senti. J'avais tout perdu, la maison, mon travail, mon nom, ma famille. Mais le pire, c'est que j'avais perdu le droit à la vérité. Mais je ne suis pas le genre d'homme qui se retourne. Je ne l'ai jamais été. Je me suis présenté au bureau de Kento le matin, sans rendez-vous. Il venait de poser son café et d'enlever son blazer. Un regard sur moi et il savait. Il hocha doucement la tête et ouvrit son ordinateur portable. Nous avons plusieurs options. Il a dit, si vous voulez un divorce propre, juste, rapide, sans drame, alors nous insistons pour un partage des biens. Mais elle n'aura pas la maison dont je lui ai coupé la route, ni les voitures. Tout a été acheté avec mon argent, mes chèques, mon salaire, mes contrats, mon plan de retraite. Si c'est vrai, Ken a dit, attention, nous avons quelque chose sur quoi travailler. Nous montrerons qu'elle était financièrement dépendante. Vous étiez le seul revenu. Vous avez payé l'hypothèque, les services publics, les taxes. Si nous documentons tout cela, vous avez droit à la moitié des actifs, peut-être plus, pas à la moitié de Ken, à la totalité. Elle n'a rien construit. Elle était assise à la maison. Son travail consistait en des grille-pains et des savons de jour. Et maintenant elle veut prendre mon nom, ma réputation et un toit au-dessus de ma tête. Ken expira lentement, prudemment, alors soyez prêts, elle va aussi consulter un avocat. Et elle n'est pas bête, elle va jouer l'angle émotionnel, dit qu'elle a subi une pression maîtrisée, un dommage psychologique. Je n'ai jamais posé la main sur elle, ça n'a pas d'importance, dit-il. Ce qui compte, c'est la façon dont elle raconte l'histoire et elle sait jouer le rôle du public. J'ai serré la mâchoire. Très bien, je vais tout rassembler, relevé bancaire, chèque, relevé d'achat, facture. J'ai tout gardé. Je savais qu'un jour j'en aurais peut-être besoin. Ken hocha la tête, bien, et encore une chose, aucun contact avec elle, même si elle essaie de lui tendre la main. Tout passe par moi. Maintenant, je suis sorti de son bureau avec une seule pensée, peut-être y avait-il encore un moyen de reconstruire, de faire quelque chose avec les décombres. Mais ce que je ne savais pas, c'est qu'à quelques pâtés de maison de là, assise dans un autre bureau, se trouvaient Marie et qu'elle écoutait aussi. Madame Hawk, son avocate, a déclaré, si tous les biens ont été achetés avec les revenus de votre mari, vos chances d'obtenir des droits de propriété sont limitées. Cependant, vous n'aviez pas d'emploi et vous n'aviez aucun revenu indépendant. Cependant, demanda-t-elle, les yeux brillants, il y a d'autres racines. Si nous pouvons prouver un préjudice émotionnel, un traumatisme psychologique, si nous recueillons les déclarations des témoins, mettons l'accent sur l'isolement à long terme et le contrôle émotionnel. Marie eut un léger sourire. J'ai déjà tout ce dont j'ai besoin et plus encore. Et à ce moment-là, je n'avais toujours pas réalisé qu'elle avait déjà commencé un nouveau jeu, un jeu où la vérité n'avait plus d'importance, seules les versions comptaient.
J'étais assis dans le café en face du bureau de Ken lorsque mon téléphone a sonné. C'était Chuck, mon fils aîné. Papa, dit-il tout de suite, évitant tout type de bonjour, Ethan et moi voulons parler. Peux-tu parler maintenant, bien sûr, vous deux? Ouais, je l'ai en conférence. Donnez-moi une seconde, quelques clics. Et puis j'ai entendu la voix d'Ethan aussi. Aucun de nous n'a parlé un instant. L'un d'eux a expiré, nous avons vu la vidéo. Ethan a dit, tout le monde a ce qui se passe, papa, ce n'est pas facile à expliquer, les garçons. Dis-je doucement. Nous sommes à vos côtés. Chuck a ajouté, nous savons qui vous êtes. Nous avons grandi avec toi. Vous avez toujours été honnête, vous avez travaillé dur. Vous n'avez jamais élevé la voix sans raison. Nous vous avions vu porter tout. Nous nous souvenons. C'était la première fois depuis des jours. J'ai senti quelque chose de chaud dans ma poitrine et cela a frappé profondément. Merci, les garçons. Mais Ethan dit doucement, en choisissant ses mots, ça fait mal de voir tout ça. Toi et maman, vous avez été ensemble toute notre vie. Nous ne voulons pas que cela se termine par des cris d'avocats et des dates d'audience. Elle m'a enfermé hors de ma propre maison, Ethan. Elle a trompé l'ex de ta sœur, changé les serrures, crié dans la cour, m'a accusé de contrôler. J'ai perdu mon emploi à cause de ça. Ce n'est pas une rupture, c'est une guerre. Nous comprenons cela, a déclaré Chuck. Mais s'il vous plaît, essayez encore une fois. Pas de cris, pas de caméra. Parle-lui simplement. Peut-être, juste peut-être, qu'elle écoutera. Peut-être que vous pourrez mettre fin à cette histoire pour nous. Ethan a ajouté, nous ne vous demandons pas de vous remettre ensemble, juste une dernière conversation. Manteau femme, civil. Je restais assis en silence, regardant par la fenêtre. Les gens sirotaient leur café, souriaient, tendaient la main par-dessus les tables pour se toucher les mains et dans ma tête je voyais son visage, ce regard, lorsqu'elle sortait sur la pelouse, comme si elle auditionnait pour un rôle principal. Mais j'ai aussi entendu mes fils, la déception dans leur voix, l'espoir, d'accord, j'ai dit que j'essaierais, pas pour elle, pas pour moi, juste pour vous deux. Merci, papa. Dirent-ils presque en synchronisation. J'ai mis fin à l'appel et je suis resté assis là pendant un moment, le téléphone toujours à la main. Laisse échapper un long soupir. Très bien, Marie, encore un tour. Je rentrais dans notre quartier en voiture, serrant fermement le volant. Dans ma tête, j'ai continué à répéter comment le discours avec Marie pourrait aller. Je nous ai imaginés assis face à face, calme, pas de drame, moi la regardant dans les yeux et disant, terminons cela avec une certaine dignité. Pas de boue, pas de cirque. Ensuite, les sirènes, une au début, puis une autre, puis une troisième, et avant même que je puisse même cligner des yeux, 3 camions firés m'ont déchiré, des lumières rouges clignotant comme des coups de feu. J'ai regardé vers l'avenir, juste l'instinct, et il était là, une épaisse colonne de fumée noire s'élevant au-dessus des toits. Mon cœur est tombé. Non, s'il vous plaît Dieu. Non pas que j'ai critiqué le gaz. La fumée m'a guidé comme une balise. Plus je me rapprochais, plus c'est clair. Ce n'était pas n'importe quel feu, c'était ma maison. J'ai à peine arrêté la voiture avant de sauter et devant moi, l'enfer, des flammes déchirant le toit, éclatant des fenêtres à l'étage. La roseraie ressemblait à quelque chose d'un film catastrophe. Le Porsche avant, la moitié a déjà disparu. Le même Porsche où j'ai tenu une fois la main de Marie et j'ai promis que je serais toujours là. Des voisins se tenaient sur les mains des trottoirs sur la bouche, les enfants pleuraient, quelqu'un tournait à nouveau, et là, à travers la fumée, se tenait Marie. Sandra se précipita vers elle et enroula ses bras autour d'elle. La deuxième Marie m'a vu. Elle s'éloigna de notre fille et cria assez fort pour tout le bloc. C'était lui. Il a fait ça. Vous l'avez tous entendu me menacer. Il a dit qu'il me ferait payer. J'ai gelé comme si j'avais été frappé par un camion. Ce que j'ai étouffé. Sandra se tourna vers sa maman. De quoi parles-tu? Il a dit qu'il prendrait tout ce que je le regretterais. Il a perdu son emploi. C'est son dernier coup. C'est lui. Marie a crié comme une sirène elle-même, une voix craquant avec une fausse panique. Papa Sandra m'a regardé, tout son corps tremblant. Dites-moi, dis-moi, ce n'est pas vrai. Je me tenais là dans la foule, dans la fumée, dans une cour qui ne ressemblait plus à la mienne. Je ne pouvais pas respirer, pas de la fumée,
mais à cause de ce que j'ai vu dans ses yeux, pas de la haine, pas même de la colère, du doute, Sandra, j'ai dit que je ne le ferai jamais. C'était notre maison. Il ment. Marie hurle. Vous l'avez tous entendu. Il m'a menacé. Il est fou. Sandra serra la tête comme si elle essayait de l'empêcher de se séparer. Non, je ne peux pas. Je ne sais plus qui croire, ma chérie, dis-je, faisant un pas vers elle, mais elle s'est reculée. Regardez-moi. Je suis ton père. Je ne ferai jamais quelque chose comme ça, jamais. Puis, par derrière, un pompier a approché l'un des capitaines. Monsieur Hawke, je me suis retourné. Je vais avoir besoin de vous pour reculer derrière la ligne. Il s'agit d'une scène active et certains détectives auront besoin d'un mot avec vous. J'ai regardé en arrière une dernière fois à ce qui restait de ma vie, à Marie s'accrochant à l'épaule de Sandra, fausse pleurs pour les caméras, à Sandra déchirée entre nous deux, noyant de confusion. Je me tenais au milieu de tout cela, les flammes, les sirènes, les mensonges, et je savais que cela ne se produisait pas de nulle part. Cela se construisait depuis des années maintenant. Il m'avait explosé et m'avait enterré sous les cendres. Mais je savais aussi autre chose, il était temps de récupérer le contrôle, de prendre ce qu'elle a essayé de voler et de la faire se souvenir, pas avec des cris, pas avec des poings, mais avec quelque chose de plus froid, plus intelligent. Il était temps de brûler son monde en bas morceau par morceau, pas avec le feu, mais avec des conséquences. J'étais de retour dans une voiture de police, cette fois, les mains derrière mon dos dans des poignets. Vous avez violé une ordonnance du tribunal, a déclaré l'un des officiers sans me regarder. Et encore une fois, nous avons une plainte concernant les menaces. Elle ment, marmonnai-je. Ma maison était en feu, vous étiez conscient de l'ordonnance d'interdiction, monsieur Hawke, et Incharn est une accusation sérieuse. L'équipage des pompiers dit que la flamme a commencé à l'intérieur de la maison. Nous devons y examiner. J'ai penché ma tête contre la fenêtre froide, n'était même pas en colère, juste vide. Ils ont pris la maison, puis mon nom, maintenant ma liberté. À la station, ils m'ont traité rapidement, pas de bavardage, pas de contact visuel, juste de routine. Ils avaient vu des gars comme moi 100 fois, Marie en colère, dépression post-domestique. Ils ne cherchaient pas la vérité, ils voulaient juste la paix et une coche dans le rapport. Lorsqu'Ken s'est présenté, j'étais assis dans la salle d'interrogatoire toujours comme un bloc de béton. Il s'est assis en face de moi, a laissé tomber un dossier sur la table, a poussé un soupir. Elle nous a joué, dit-il tranquillement. Nous a joué comme un pro. Je n'ai pas répondu, je regardais juste. Votre maison était assurée, non? Il a demandé. J'ai hoché la tête, couverture complète. Ken laissa échapper un rire sec. S'il le déclare une perte totale, elle obtient le paiement, un gros, et si elle convainc le tribunal, vous avez mis le feu, elle n'aura pas à diviser un putain de parfum. Tout va à elle. Elle. Je pouvais à peine former les mots. Tu penses qu'elle l'a brûlé? Ken hocha la tête, ou quelqu'un qu'elle a payé ne me choquerait pas de toute façon. Il leva les yeux sur ses lunettes. Je coulais plus profondément dans la chaise, gelé. Quelque chose a cliqué en moi, calme, invisible mais final. Il ne s'agissait plus d'un mariage ou d'un passé. C'était autre chose. C'était une guerre. J'ai fini d'essayer de gérer cela de la manière civilisée. J'ai dit qu'elle avait franchi la ligne, il ne s'agit pas de tricher. Elle a incendié tout ce que nous avons construit littéralement, puis est sortie sur les larmes de pelouse avant, coupée comme un script, jouant le sans défense. Et maintenant, elle veut en profiter. Ken n'a rien dit, m'a juste regardé. Elle m'a blessé, Ken, mais je retournerai l'appareil. Elle ne réalisera même pas qu'elle a tout perdu tant qu'il ne reste plus rien. Quelques jours plus tard, l'enquête a confirmé ce que je savais déjà. Au moment de l'incendie, j'étais à 40 mis sur un motel devant la caméra. Mes clés de maison n'avaient pas d'importance, elle avait déjà changé les serrures la nuit. J'ai laissé des témoins, des reçus, des images de surveillance, tout cela à vérifier. Ils m'ont laissé partir. Pas d'excuses, pas d'explications. Je suis sorti de la gare dans la soirée fraîche, les épaules aériennes lourdes et serrées. Quelqu'un fumait près des marches, comme si c'était juste un autre mardi. Quelqu'un d'autre riait près du distributeur automatique, facile et insouciant. Le monde continuait de tourner comme si de rien ne s'était passé, comme si je n'avais pas simplement été traîné dans l'enfer sur un mensonge. Mes mains étaient froides, ma poitrine creuse,
mais quelque part sous l'engourdissement, quelque chose de solide se formait. Elle a commencé ce jeu. Elle a écrit le script, a joué la foule. Mais j'ai fini de regarder. Maintenant, c'est mon tour et je ne viens pas pour le drame. Je viens pour la fermeture, le genre que vous ressentez dans vos os. Je suis celui qui va le terminer. J'ai engagé un détective privé. Son nom était Louis Shepard, l'un de ces gars qui ne posent pas de questions inutiles. Les yeux comme les lames, toujours en gris, calme, concentré. Il n'a pas promis de résultats rapides, mais quand il m'a serré la main, j'ai vu ce qui me manquait depuis des semaines, calme, précision, pas d'émotion, pas d'hésitation. J'ai besoin de tout. Je lui ai dit, dirt proof, quelque chose qui l'enterrera. Vous voulez dire juste une infidélité ou quelque chose de plus profond, tout cela. J'ai dit, les amoureux, les reçus, les courriels, sont passés. Je veux savoir qui elle est vraiment. Aucun masque, le berger a commencé avec les bases, ses dépenses. Je lui ai donné un accès complet au compte bancaire commun que nous avons partagé autrefois. Il y avait encore beaucoup de mon argent là-dedans. Des années de sauvegarde des comptes de fonds familiaux, je lui laisse utiliser sans question. Je lui faisais confiance. Une semaine plus tard, il a appelé, vous avez eu une minute. J'ai trouvé quelque chose d'intéressant. Nous nous sommes rencontrés dans un café calme près du palais de justice. Il a tiré quelques documents imprimés de son cas et les a disposés. Votre femme retire régulièrement de grandes sommes d'argent et ici et ici, des frais pour les accessoires pour hommes haut de gamme, une montre de 9000 $, des manchets saphir, un bracelet Cartier. J'ai feuilleté les papiers. Elle ne m'a rien donné. Et les garçons? Je suis sûr qu'ils ne les ont pas non plus. Exactement tous les achats provenaient d'une boutique de luxe sur Main Street et, prêtez attention, certains d'entre eux ont été livrés à l'adresse d'Alex Marshall. J'ai levé les yeux Alex. Ouais, tu es soupçonnant l'ex de Sandra. Il vit dans un appartement sous le nom d'un tiers, mais le loyer est payé sur son compte. Elle ne m'a pas simplement trompé, dis-je, les poings se resserrant sur les impressions. Elle a dépensé mon argent sur lui. Elle l'a fait. Et c'est grand. Ce n'est pas seulement l'adultère. Si nous portions cela en justice, elle pourrait perdre plus que sa crédibilité. Elle pourrait tout perdre. Le juge verra qu'elle a utilisé des fonds familiaux pour les affaires personnelles, surtout si nous pouvons montrer qu'elle a mené une double vie. Je n'ai pas dit un mot, j'ai fait la tête et pour la première fois depuis des semaines, j'ai souri, bien, continue. Je veux tout, imprimer, photos, déclarations et découvrir qui l'a aidé avec l'incendie. Si elle l'a vraiment fait. Je veux un nom. Shepard hocha la tête. Elle est une cible maintenant et à ce moment-là, je l'ai senti changer. C'était mon déménagement maintenant ces jours-ci. J'ai évité de parler aux enfants. Je savais qu'ils auraient des questions. Bien sûr, ils le feraient, mais la vérité était trop lourde, trop laide et je ne pouvais pas me résoudre à mentir, alors je les gardais brefs, juste de courtes réponses comme « je vais tout expliquer plus tard ». Votre maman et moi avons besoin de temps. Ce n'est pas de votre faute, c'est sur nous. Une semaine plus tard, Shepard a rappelé à nouveau. J'ai quelque chose et c'est pire que nous pensions. Même café, même table. Il a retiré un nouveau dossier à présenter un calendrier, date, reçu, banklog, économique. Nous avons égalé les achats de cadeaux avec les médias sociaux d'Alex et l'obtenir. La plupart d'entre eux s'alignent exactement avec quand il sortait encore avec votre fille. J'ai regardé les documents, la glace bouillonnait dans ma poitrine, vous êtes sûr. Positif. Regardez ici, 16 décembre, Saphir Cufflinks. 24 décembre, Linewatch. 2 janvier, mallette en cuir fabriquée à la main, tous payés à partir de votre compte conjoint. Pendant ce temps, sur son Instagram, il publie toujours des photos avec Sandra jusqu'à la mi-débrutture, embrassant, étreignant les dîners. Il était alors avec elle et prenant des cadeaux de sa mère. J'ai traversé une main sur la page. Je n'avais pas de mots, juste ce sentiment, quelque chose qui vivait au-delà de la trahison. C'était de la saleté. Elle a séduit le petit ami de sa propre fille et l'a douché de cadeaux avec mon point d'argent pendant que je travaillais, alors que je pensais qu'elle était à la maison en famille. Cela frappe dur, a déclaré Shepard, surtout si Sandra confirme qu'ils étaient toujours ensemble, ou si nous pouvons obtenir des textes qui montrent que Marie le savait. Elle ne l'admettra jamais. Elle n'aura pas à le faire. Nous pouvons nous appuyer sur Alex.
Il pourrait parler si nous poussons assez fort. Je n'ai pas répondu, mais en moi quelque chose de durci. Ce n'était pas seulement une trahison, c'était du mépris pour moi, pour Sandra, pour tout ce que j'ai construit. Continuez, j'ai dit, creusez dans Alex, découvrez d'où vient son argent. Si elle le soutenait, s'il vivait d'elle, cela renforce tout. Quand prévoyez-vous de déposer? Je l'ai regardé mort bientôt dans les yeux, mais pas avec une plainte. Je marche sur le terrain avec un marteau. Elle l'a fait, a déclaré Shepherd. Cette fois, il n'a pas apporté de dossier, juste un lecteur flash. Son visage correspondait à ce que je ressentais dans ma poitrine, une certitude froide. Même stand près de la fenêtre, les mêmes arbres à l'extérieur, mais ils avaient l'air différents maintenant, plus nets, plus clairs. J'étais différent aussi. Shepherd a ouvert son ordinateur portable, branché le lecteur et a joué la vidéo. Caméra de surveillance nocturne de la station-service. 2h43, la veille de l'incendie ici. Regardez à l'écran Marie, pantalon de survêtement, capuche, mais son visage était visible. Elle remplissait plusieurs canettes à gaz, en avait mis une dans son coffre, payée en espèces, a gardé son visage tourné de la caméra, mais une seconde. Glissé son profil propre et clair. 3 canettes à gaz, a-t-il dit, achetées au milieu de la nuit, à un pâté de maison de votre maison. Idiot, j'ai marmonné, je pensais que Cash couvrirait ses traces. Il y a plus, a-t-il dit, ouvrant une capture d'écran, l'a tiré de son histoire de navigateur de secours iCloud. Je l'ai lu, comment mettre le feu à une maison sans se faire prendre. Comment les enquêteurs d'assurance déterminent la cause du feu. Je me suis penché en arrière sur mon siège. L'air était épais. C'est criminel. Shepherd a déclaré. Elle ne reçoit pas de sous à l'assurance et, selon l'évaluation des dommages, elle regarde la prison. Un incendie criminel pour la fraude à l'assurance est une accusation sérieuse, d'autant plus qu'elle a essayé de vous épingler. J'ai regardé par la fenêtre. La pluie avait commencé à douceur, stable. Elle pensait que tout cela fonctionnerait, que les larmes, les cris et le bon timing suffiraient. Mais elle a raté une chose. Qu'est-ce que c'est? Je l'ai regardé dans les yeux. Je n'oublie pas et vous ne pardonnerez pas une chance. Shepherd hocha la tête. Le cercle ferme. Nous y sommes presque. Sandra m'a appelé elle-même. Sa voix était tremblante, comme si elle retenait quelque chose, mais ne savait pas comment. Papa, tu peux venir me chercher? Je suis au centre-ville, s'il vous plaît. J'ai hésité une seconde, je ne sais toujours pas si j'étais prêt à faire face à plus de douleur, mais elle a de nouveau pressé, s'il vous plaît, j'ai juste besoin de vous voir. Il y avait quelque chose dans son ton qui n'avait pas laissé de place pour non. Alors j'ai dit oui, je lui ai dit que je serais là dans 20 ans. J'étais assis dans le moteur de voiture en train de courir quand je l'ai vue en face de la pharmacie. Elle se déplaçait rapidement, tenant un petit sac, concentrée. Elle est montée sur le siège avant et s'est assise là pendant un moment, silencieuse, chérie, ça va. Elle m'a regardé mais n'a pas parlé. Tout de suite. Puis sa voix, basse et craquelée. Je viens juste du gynécologue. Avant de pouvoir demander, elle a continué. C'est difficile pour moi d'en parler, mais c'est important. Je n'ai pas dit un mot, l'a laissé se rassembler. Elle a pris une profonde inspiration et j'ai continué, j'ai testé positif pour une infection, rien de grave, traitable, mais je n'ai été avec personne d'autre qu'Alex. Et il y a plus. Elle a avalé maman et moi avons le même médecin. Il m'a dit que maman était traitée pour la même infection. Des larmes coulaient dans ses yeux alors qu'elle les essuyait. C'est tout Alex. Il semble qu'il était avec nous deux. J'étais vraiment désolé que ma fille traverse une double trahison. Elle était trop jeune pour ça. Je suis vraiment désolé, ma chérie. Sandra me regarda, la culpabilité écrite sur son visage. Tout correspond. Je te crois. Je suis désolé de ne pas l'avoir fait. Puis elle est tombée en panne en pleurant et je l'ai tirée en moi, la serre fort. Je ne pardonnerai jamais à Marie pour ses larmes. Allons-y. J'ai dit à Sandra qu'il est temps. Je me tenais de l'autre côté de la rue quand ils sont sortis du restaurant. Marie dans la robe rouge que je lui ai donnée pour notre anniversaire, Alex, les mains dans sa poche, le sourire suffisant sur son visage comme le monde lui devait quelque chose. Je me suis avancé. Marie m'a repéré d'abord et s'est arrêtée sur ses traces. Tu me traquais maintenant. Sa voix était tranchante,
suffisante. C'est une obsession. Non, dis-je calmement. Je voulais juste être ici quand toute votre vie commence à s'effondrer. Oh vraiment, elle a ri. Tous ces cadeaux qu'elle vous a offerts, j'ai dit à Alex, la montre, les boutons de manchette, la chaîne en or. Chacun a été acheté avec mon argent. Et alors? Il haussa les épaules. Vous trouvez un perdant, vous en profitez. Elle vous les a donnés pendant que vous sortiez toujours avec Sandra, dégoûtant, couchant avec la fille et la mère. Jeff, s'il vous plaît ne commencez pas vos conférences morales, Marie a commencé. Je n'ai pas demandé votre permission. Alex a cassé puis, depuis les ombres, Sandra sorta. Elle s'arrêta juste devant eux, son visage, les lèvres pâles pressées ensemble. Elle a regardé Alex, puis à sa mère, puis à lui. Est-ce vrai? Elle a demandé à sa voix à peine au-dessus d'un murmure, vous étiez avec elle pendant que vous étiez toujours avec moi. Alex laissa tomber son regard, haussa les épaules, et essaya de jouer avec un sourire faible. Je veux dire, écoute, je ne le fais pas, Sandra, coupez-le. Tu as couché avec ma mère, Alex. Marie redressa sa voix, tremblante, mais essayant toujours de garder le contrôle. La vie passe rapidement. Je veux juste en profiter pendant que je peux encore. Un jour, quand vous serez à ma place, vous comprendrez. Sandra la regarda pendant un long moment, puis secoua lentement la tête. Je ne le ferai pas. Sa voix était stable, car maintenant je sais à quoi ça ressemble de l'extérieur, et c'est pathétique. Le visage de Marie rougit. Surveillez votre ton. Sandra s'est rapprochée. Vous ne méritez pas un ton différent. Une femme sans conscience, pas de morale. Vous n'avez pas simplement trahi votre mari, vous m'avez trahi. Alex est venu me voir parce que tu ne pouvais pas lui donner ce que je pouvais. Cria désespéré, et c'est là que je suis intervenu. Avez-vous parlé à Alex du bébé? Pourtant, le visage d'Alex se tordit, bébé, Marie se figea. Sandra aussi. Papa, de quoi tu parles? Je me suis tourné vers Marie. Tu as oublié. Vous avez utilisé ma carte de crédit, vous vous souvenez? Sa mâchoire se serra, non. Mais je ne me suis pas arrêté. Je sais que vous avez acheté plusieurs tests de grossesse la semaine dernière. Je sais également que vous avez prévu une visite au centre de planification familiale juste après que Alex avait l'air de vomir. Tu es enceinte. Les lèvres de Marie se resserrent. Puis finalement, oui, Alex, c'est à toi. J'allais te le dire ce soir. Sandra l'a perdu. Elle a frappé Marie sur le visage, même je ne l'ai pas vu venir. Marie se figea, la main sur sa joue, une ouate rouge fleurissant rapidement. Puis elle se précipita sur Sandra, l'attrapa par les cheveux, tirant, vous, peu ingrat. J'ai sauté pour les séparer, tout comme Chuck et Ethan sont venus sprinter au coin de la rue. Maman, Sandra, arrête. Nous avons réussi à les séparer. Je te déteste. Tu n'es plus ma mère. Sandra a crié. Alex se tenait juste sur le côté, toujours sous le choc, traitant toujours les nouvelles du bébé. Chuck se tourna vers Alex, enlevez tout ce qu'elle vous a acheté avec l'argent de notre père. Il a dit sa voix à plat, vous vissez. Alex cassé, c'est le mien. Il se tourna pour partir mais entra directement dans Ethan, large, solide, immobile. Tu veux courir à nouveau ça par moi? Alex a hésité puis a commencé à peler la montre, la chaîne, me les a tendues sans un mot. Bien, peu importe. Marie tremblait de rage, vous êtes tous des traîtres. Vous n'avez pas le droit. Je vais déposer un rapport. Vous serez tous signalés pour m'attaquer. Vous n'aurez pas le temps, dis-je parce que pour le moment, mon ami Jamie, il enregistre tout cela à partir de ce balcon, audio complet, vidéo complète, chaque cri, chaque confession. Elle se tourna et vit la caméra, son visage vacilla. Je me rapprochai, ma voix basse. Et encore une chose, la police est déjà en route. Je les ai appelés avant de monter. Ils connaissent les canettes à gaz, votre historique de recherche, les déclarations. Vous descendez pour un incendie criminel, pour la fraude, pour m'avoir volé. Toi, tu ne peux rien prouver, a-t-elle crié. Et puis les sirènes, cette fois pas pour moi. Les policiers se sont approchés calmement. L'une a lu son nom, l'autre lui a dit qu'elle était en état d'arrestation. Marie m'a crié dessus, aux enfants, mais nous n'écoutons plus. Alex a couru, je viens de décoller.
C'est ce que valait son amour. Ils ont menotté Marie et l'ont sorti. Je me tenais là dans la rue, la main de Chuck sur mon épaule. Ethan hocha la tête. Sandra se tenait à côté de moi, près, comme elle le faisait quand elle était petite. Je ne me sentais pas triomphant. Je viens de respirer pour la première fois sans pression. J'ai tout perdu et j'ai récupéré les seules choses qui comptaient, la justice, le respect de mes enfants, moi-même, Marie et son enfant. Ce n'est plus notre préoccupation, pas pour moi, pas pour les enfants. En ce moment, nous essayons juste de reconstruire, de recommencer frais, morceau par morceau.